Elle fut appelée juste pour examiner un booter de plusieurs millions d'euros que 3 expertises avaient déjà déclaré irrécupérable. Sur le chantier, les ingénieurs se moquèrent. Perte totale. N'y pensez même pas. Mais la mécanicienne humble demanda le silence. Elle passa la main sur le châssis fissuré et s'arrêta net. Ça ne s'est pas cassé maintenant. Quand elle décida d'ignorer le rapport et de faire quelque chose que personne n'avait osé, l'ambiance devint d'une tension pure. Ce qu'elle vit à l'intérieur changea tout. Mes chers amis, laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est déroulée dans le nord de l'Auvergne, sur un chantier si vaste qu'on aurait dit qu'il voulait dompter la rivière entière. Le barrage de la Haute-Loire était de ces constructions qui bouleversent la terre d'une manière qu'on peut à peine imaginer. Tunnels, canaux de dérivation, des tonnes de béton déversées chaque 5 jours. Et au milieu de cette immensité de machines géantes, le bruit des moteurs diesel résonnant à travers la campagne et la poussière ocre montant vers le ciel. Il y avait un booter qui était devenu une légende pour de mauvaises raisons. C'était un Caterpillar D8T. Les amis, pour ceux qui ne connaissent pas ces bêtes, je parle d'une machine qui pèse plus de 37 tonnes, avec un moteur de 310 chevaux, des chenilles en acier capables d'entraîner l'enfer lui-même, si nécessaire. Un tel équipement vaut 5 millions d'euros neufs à la sortie du concessionnaire, sentant la peinture fraîche et la graisse d'usine. Celui-ci n'avait travaillé que 800 heures, pratiquement un bébé. Si l'on pense que ces tracteurs sont conçus pour supporter 20 000 heures de travail intense, il s'est pourtant passé quelque chose d'inattendu. Le D8T était là, creusant un canal de dérivation, poussant de la terre argileuse mélangée à des pierres, accomplissant ce travail brut que seule une machine à chenilles peut faire, quand soudain, crac, un son qui glaça le sang de l'opérateur. Ce n'était pas le bruit d'une chaîne qui se brise, ni celui d'un piston qui cogne, c'était pire. Le châssis. La poutre principale gauche, cette structure d'acier qui est pratiquement l'épine dorsale de la machine, s'était ouverte sur 40 cm, comme ça, de nulle part, comme si le métal avait simplement décidé d'abandonner. Le consortium qui gérait le chantier a failli avoir une crise cardiaque. Ils ont tout paralysé, isolé la machine, appelé expert sur expert. 3 entreprises différentes sont venues faire des rapports, oui, 3, et Caterpillar elle-même a envoyé un technicien spécialisé de Lyon. Tous, sans exception, ont rendu le même diagnostic. Perte totale, irréversible. Un châssis fissuré de cette manière était irréparable. La recommandation était unique. Démonter la machine, récupérer les pièces utilisables et oublier que ce booter avait un jour existé. L'assureur n'a même pas hésité, il a versé l'indemnisation intégrale au consortium, 400 000 euros, et c'est tout. Le booter est devenu une ferraille de luxe. Ils l'ont recouvert d'une bâche en plastique vert, de celle de camion, l'ont jeté dans un coin du chantier en terre battue, et il est resté là, attendant l'équipe de démantèlement pour commencer la chirurgie finale. Maintenant, faites attention, car c'est ici que notre histoire commence vraiment. Il y avait un ingénieur à la retraite nommé Octave Martin, qui ne parvenait pas à avaler ce diagnostic. L'homme avait 60 et quelques années, un ventre de bon vivant, les cheveux gris coupés très courts et un terrible défaut, l'entêtement. Octave avait passé 35 ans de sa vie à construire des centrales hydroélectriques partout en France. Il en avait érigé 5, de la fondation à la première rotation des turbines. Il connaissait les booters comme le dos de sa main, et tout cela était faux. Il le sentait dans ses os. Le châssis d'un Caterpillar ne se fissure pas de cette manière, non, monsieur. Il ne cessait de marmonner seul, tournant autour de la machine couverte, piquant la bâche avec sa canne. Il y a quelque chose là-dedans, quelque chose que ces experts n'ont pas vu. Le personnel du chantier commençait à penser que le vieux Octave radotait, mais il n'abandonnait pas. Il a fouillé, posé des questions, jusqu'à ce que quelqu'un lui parle d'une mécanicienne de Limoges, spécialiste des équipements lourds, réputée pour résoudre les problèmes que les autres abandonnaient. Son nom était Marianne Dubois.
Marianne avait 36 ans et une histoire qui méritait un scénario à elle seule. Elle avait grandi en voyant son père réparer des camions à Forbach, en Moselle, et à 15 ans, elle savait déjà changer un embrayage de Scania mieux que bien des vieux routiers. À 20 ans, elle est entrée dans une mine de fer et a passé 15 ans à réparer des camions tout-terrain de ceux qui ont la taille d'un immeuble de 3 étages, des pelleteuses hydrauliques, des foreuses géantes. Elle a appris à lire un moteur diesel comme on lit un journal, par le son, l'odeur, la vibration. Il y a 3 ans, elle avait économisé et ouvert son propre atelier mobile, une remorque équipée d'outils qui valait plus que bien des appartements dans une petite ville. Quand Octave a obtenu son numéro de téléphone et l'a appelé, Marianne était en train de reconstruire un moteur Cummins de 15 ailes qui avait aspiré de l'eau lors d'une inondation. Elle a répondu d'une voix un peu fatiguée, les mains maculées de graisse noire jusqu'au coude. « Marianne Dubois, atelier mobile. Bonjour mademoiselle, mon nom est Octave Martin. Je suis ingénieur à la retraite. On m'a dit que vous vous y connaissiez vraiment en équipement lourd, que ce n'est pas des blablas. » Elle a gloussé. « Ça dépend de ce que monsieur appelle vraiment. Je répare, je ne fais pas de miracle. Il y a un Caterpillar D8T ici, à la Haute-Loire, que 3 expertises ont condamné. Châssis fissuré. Perte totale selon eux. Mais je n'y crois pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche dans ces rapports. » Marianne a arrêté ce qu'elle faisait. Un Caterpillar D8T avec un châssis fissuré, c'était grave. Monsieur a déjà reçu l'indemnisation? Le consortium l'a déjà reçu. La machine est techniquement une ferraille maintenant. Mais ça me fait mal de voir un équipement de ce prix-là finir à la casse avec moins de 1000 heures de travail. Ça me fait vraiment mal. Il y avait quelque chose dans la voix de cet homme. Une sincérité que Marianne reconnut. C'était la voix de quelqu'un qui avait passé toute sa vie à respecter les machines, à traiter l'équipement comme des compagnons de travail, pas seulement des outils jetables. Elle soupira. « Monsieur Martin, je peux venir jeter un œil, mais je ne promets rien. Si 3 expertises ont dit « perte totale », c'est probablement une perte totale. Un châssis fissuré, c'est la fin de ligne dans la plupart des cas. Je sais, mademoiselle, j'ai juste besoin d'être sûr. J'ai besoin de regarder ce bouteur dans les yeux et de savoir s'il est vraiment mort ou s'ils l'ont tué par erreur. » Et c'est ainsi que Marianne partit un jeudi matin, conduisant sa remorque sur les routes d'Auvergne, traversant ces vastes étendues qui semblaient sans fin, jusqu'au chantier du barrage. Quand elle descendit de la cabine et vit l'immensité de l'endroit, des excavations qui ressemblaient à des blessures ouvertes dans la terre, des grues géantes découpées sur le ciel bleu, le bruit constant des machines en marche, elle sentit ce pincement au ventre qu'elle ressentait toujours en arrivant dans un nouvel endroit. C'était de la peur mêlée de curiosité, cette sensation d'être sur le point de percer un secret que personne d'autre n'avait réussi à résoudre. Octave l'attendait à la porte avec un casque jaune sur la tête et une mallette sous le bras. Ils se serrèrent la main. Sa main était rugueuse, pleine de vieille callosité, la main de quelqu'un qui avait vraiment travaillé toute sa vie. « La machine est là, madame Marianne. » Il montra du doigt le coin du chantier où la bâche verte recouvrait une forme gigantesque. « J'ai déjà demandé l'autorisation au personnel. Vous pouvez y aller à votre guise. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. » Quand ils retirèrent la bâche, Marianne sentit son cœur se serrer un peu. Le bouteur était partiellement démonté, les chenilles retirées, le châssis exposé comme un corps sur une table d'autopsie. La fissure était visible même de loin, une entaille noire coupant la poutre principale gauche, cette structure d'acier peinte en jaune qui semblait maintenant fragile, brisée, morte. Elle prit sa mallette d'outils, mit ses lunettes de protection et commença par ce par quoi elle commençait toujours. Observer. Elle ne toucha à rien pendant les 40 premières minutes, se contentant de regarder, de marcher autour du châssis, de s'accroupir, de se coucher au sol pour regarder par-dessous, de passer légèrement la main sur la surface du métal. Puis, elle prit le pied à coulisse et commença à mesurer. Elle mesura la largeur de la fissure
en 10 points différents. Elle mesura la profondeur là où elle pouvait atteindre. Elle photographia les schémas de propagation de la fissure avec la caméra de son téléphone sous différents angles. Octave resta silencieux tout le temps, observant simplement, respectant son processus. Et c'est alors que Marianne fronça les sourcils. Il y avait quelque chose d'étrange là. La fissure ne partait pas d'un point de soudure, comme on s'y serait attendu. Elle ne partait pas d'un trou de vis, ni d'une région où il y aurait eu une concentration de tension naturelle. Elle naissait au milieu d'une zone apparemment solide du châssis, comme si le métal avait simplement décidé de se briser de lui-même. Plus étrange encore, le motif d'oxydation à l'intérieur de la fissure. Marianne prit une petite lampe de poche et éclaira l'intérieur de la fissure. La rouille à l'intérieur avait des couches de couleurs différentes. Brun clair près de la surface, brun foncé plus profond, et tout au fond, presque noir. La rouille ne ment pas. La rouille raconte une histoire, et cette rouille disait que la fissure ne s'était pas formée d'un seul coup, en un seul moment de surcharge. Elle avait grandi lentement, par étapes, au fil des mois, peut-être même avant que le booter ne soit livré sur le chantier. « Monsieur Martin », dit Marianne à voix basse, regardant toujours à l'intérieur de la fissure. « Vous avez les rapports qui ont été faits ?» Il ouvrit sa mallette et lui tendit 3 épais volumes, chacun d'une entreprise différente. Marianne s'assit à l'ombre d'un camion à l'arrêt et commença à lire, sautant les parties juridiques pour aller directement aux schémas techniques et aux photos. Tous les rapports disaient la même chose. Défaillance par fatigue du matériau combiné à une surcharge opérationnelle. Recommandation. Remplacement complet du châssis, procédure économiquement irréalisable, mais aucun d'entre eux n'avait effectué d'inspection invasive. Aucun n'avait ouvert le châssis pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et Marianne eut une idée à la fois brillante et complètement folle. Vous devez comprendre une chose à propos de la mécanique des équipements lourds. Lorsque vous condamnez une machine comme perte totale, surtout une machine de cette valeur, vous signez en fait un arrêt de mort. C'est comme déclarer quelqu'un mort sans faire tous les examens possibles. Et Marianne Dubois avait appris, au cours de ses 15 années passées dans les mines, que parfois la vérité sur une défaillance était cachée précisément là où personne n'avait le courage de regarder. Elle referma le dernier rapport technique, retira ses lunettes de protection et resta un moment en silence, regardant le châssis fissuré comme si elle avait une conversation mentale avec la machine. Octave attendit tranquillement, car il était assez âgé pour savoir que lorsqu'une personne compétente réfléchit, il vaut mieux ne pas la déranger. « Monsieur Martin », dit finalement Marianne, « ces rapports sont exacts sur le diagnostic, mais erronés sur la cause. Ils ont tous mesuré la fissure, photographié, fait des analyses de contraintes, mais aucun n'a coupé le châssis pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. » L'ingénieur cligna des yeux, perplexe. À l'intérieur? Mais le châssis d'un booter est une structure creuse scellée d'usine. Il ne devrait rien y avoir à l'intérieur. Exactement. Elle se leva, secoua la poussière de son jean. Et s'il y avait quelque chose qui ne devrait pas être là, s'il y avait de la saleté, des résidus de fabrication, des bulles d'air dans les soudures internes, cela expliquerait pourquoi la fissure est apparue de nulle part, sans point de concentration de contrainte apparent. Octave se gratta la tête. « Vous parlez de découper une section du châssis ?»« Oui, une fenêtre de 20 cm, juste là où la fissure commence. C'est invasif, c'est destructeur, mais si la machine est déjà condamnée de toute façon... » Elle haussa les épaules. « Qu'avons-nous à perdre ?» Le vieil ingénieur réfléchit un instant, puis sourit. Le genre de sourire de quelqu'un qui a enfin trouvé une personne qui pense de la même manière. Je vais en parler au personnel du consortium, mais je ne pense pas qu'ils s'y opposeront. Pour eux, c'est déjà une ferraille officielle. Il fallut 2 jours pour obtenir l'autorisation écrite. Le consortium exigea que Marianne signe une décharge, la rendant responsable de l'inspection invasive. Mais finalement, ils donnèrent leur accord. Après tout, l'assureur avait déjà payé. Ils avaient déjà acheté un nouveau booter pour le remplacer. Ce D8T n'était plus qu'un problème administratif en attente de résolution.
Le vendredi matin, Marianne retourna sur le chantier avec de l'équipement sérieux. Elle avait emprunté sur le chantier même une torche de coupe au plasma, de celles industrielles qui peuvent découper l'acier structurel comme du beurre. Elle apporta également un masque de soudeur avec visière assombrie, des gants en cuir épais jusqu'au coude, un tablier de protection. Ça allait faire du bruit, des étincelles, de la fumée, mais ça allait révéler la vérité. Octave était là de nouveau, avec 2 techniciens de la sécurité du travail que le consortium avait envoyés pour superviser. Marianne ne se soucia pas de l'audience, brancha la torche à la prise industrielle, ajusta la pression du gaz, testa la torche en faisant une petite rayure sur une tôle de ferraille. « Prêt ?» demanda-t-elle, abaissant la visière de son masque. Et alors, elle commença. La torche au plasma est un outil qui produit un bruit qui semble déchirer l'air lui-même. Un sifflement aigu mêlé à un rugissement grave, tandis que le jet de gaz ionisé à 20 000 degrés fait fondre l'acier et souffle le métal liquéfié loin de la coupe. Des étincelles orangées éclatèrent de toutes parts, créant une pluie de lumière qui ressemblait à des feux d'artifice. Et la fumée blanche s'éleva, dense, avec cette odeur caractéristique de métal surchauffé, légèrement douceâtre, légèrement métallique, qui vous prend à la gorge. Marianne travailla d'une main ferme, suivant une ligne droite qu'elle avait préalablement marquée à la craie. Elle découpa 3 côtés d'un rectangle de 20 cm sur 15, précisément dans la région où la fissure commençait, traversant la paroi extérieure du châssis. L'acier y avait une épaisseur de 12 mm, incroyablement résistant. Mais pour la torche au plasma, c'était un jeu d'enfant. Il lui fallut 15 minutes pour compléter les 3 côtés et ensuite, avec un levier et un marteau, forcer la section coupée vers l'intérieur, ouvrant une fenêtre sur l'intérieur du châssis. Quand la pièce céda et tomba à l'intérieur de la structure métallique creuse, Marianne éteignit la torche, releva la visière de son masque et, pour la première fois de sa vie, vit quelque chose qui la fit se demander si les contrôles de qualité de Caterpillar étaient vraiment aussi bons que leur réputation. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Octave s'approcha, curieux. « Qu'y a-t-il? Qu'avez-vous vu ?» Marianne prit la lampe torche LED de haute puissance et éclaira l'intérieur du châssis par l'ouverture qu'elle venait de créer. Et à l'intérieur, où il aurait dû y avoir seulement de l'acier propre et des soudures parfaites, c'était le désastre. Des résidus de fonderie, des morceaux de scorie de soudure de la taille d'un poing fermé, des éclaboussures de métal solidifiées, collées aux parois internes. Denis n'en revenait pas. Une clé combinée de 3/8 de pouce et un morceau de gros papier de verre, simplement oubliés là-dedans, comme si quelqu'un les avait laissés pendant l'assemblage et que personne ne s'en était aperçu. « Ça ne devrait pas être là !» dit Marianne, la voix un peu tremblante d'indignation. « Le châssis d'un équipement lourd quitte l'usine scellée, propre, inspecté. C'est une négligence de fabrication. » Elle introduisit sa main par l'ouverture avec précaution, car les bords de la coupe étaient encore tièdes, et commença à retirer les résidus un par un. Octave ramassait les pièces et les plaçait dans un plateau métallique qu'il avait apporté. Scories de soudure, morceaux d'électrodes usagés, éclaboussures de métal, cette clé combinée rouillée, c'était une collection de preuves qui racontait une histoire terrible. Quelqu'un sur la chaîne de production de Caterpillar avait été suffisamment négligent pour laisser tout cela à l'intérieur d'une structure qui aurait dû être impeccable. Mais le pire restait à venir. Marianne prit un endoscope industriel, cette petite caméra avec un câble flexible que les mécaniciens utilisent pour voir à l'intérieur des moteurs sans tout démonter, et commença à inspecter les soudures internes du châssis. Ce qu'elle vit sur l'écran de l'appareil lui retourna l'estomac. Les soudures internes étaient horribles, simplement horribles. Il y avait des bulles d'air piégées dans le cordon de soudure, créant des cavités qui affaiblissaient l'union du métal. Il y avait une porosité généralisée, ces minuscules petits trous qui apparaissent lorsque le soudeur ne protège pas correctement le bain de fusion et que l'oxygène de l'air contamine le métal
en fusion. Il y avait un manque de pénétration à plusieurs endroits. La soudure s'était collée à la surface, mais n'avait pas complètement fusionné les pièces, créant une union faible qui était fondamentalement une ligne de fracture en attente de se produire. « Monsieur Martin » appela Marianne, « vous devez voir ça. » Elle montra l'écran de l'endoscope à l'ingénieur, expliquant chaque défaut. Octave devint rouge, de cette colère contenue, mais trop polie pour jurer. « C'est inacceptable, » dit-il entre ses dents. Caterpillar a la réputation de fabriquer les meilleurs équipements lourds du monde. Comment cela a-t-il pu passer leur inspection de qualité? Bonne question. Marianne prenait déjà des photos de tout, angle par angle, documentant chaque défaut. J'aurais besoin des numéros de série complets de cette machine. Je vais remonter à quel lot elle a été fabriquée, quand, où. Quelque chose ne va vraiment pas ici. Ils passèrent le reste de l'après-midi à faire de la documentation technique. Marianne mesura l'épaisseur des parois du châssis en 12 points différents à l'aide d'un ultrason de mesure d'épaisseur et découvrit qu'il y avait une variation allant jusqu'à 2 mm dans des zones qui auraient dû être uniformes. Elle recueillit des échantillons de scories pour une analyse métallurgique ultérieure. Elle photographia les soudures défectueuses sous tous les angles possibles. Elle réalisa des dessins techniques montrant l'emplacement de chaque défaut. Lorsque le soleil commença à se coucher, teintant le chantier d'orange et de rouge, Marianne avait un dossier préliminaire déjà plus complet que les 3 rapports officiels réunis. Mais la pièce maîtresse du puzzle manquait encore, découvrir quand et comment cela s'était produit. Cette nuit-là, dans l'hôtel modeste où elle logeait au Puy-en-Velay, Marianne ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher des informations. Elle releva le numéro de série complet du châssis, une séquence de 17 chiffres qui ressemblait à un code secret, mais qui était en réalité une carte de la vie de cette machine, et commença à croiser les données avec les bases de données de Caterpillar, les forums de mécaniciens, les registres de production auxquels elle avait accès, grâce à d'anciens contacts de la mine. Il lui fallut 3 heures de recherche, mais elle trouva. Ce châssis spécifique avait été fabriqué à l'usine Caterpillar de Monceau-les-Mines, en Saône-et-Loire, en septembre 2009. Et septembre 2009 avait été un mois compliqué pour l'usine. Marianne trouva de vieilles coupures de journaux, des articles archivés sur Internet. En août 2009, les métallurgistes de Caterpillar Monceau-les-Mines avaient fait grève pour une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail. La grève dura 17 jours. Pendant cette période, l'usine continua à fonctionner avec une équipe réduite. Des managers assurant le travail d'atelier, des soudeurs temporaires embauchés à la hâte, la chaîne de production fonctionnant à l'improviste pour ne pas perdre de contrat. Et ce D8T, avec ce châssis mal soudé et plein de saletés internes, était né exactement pendant cette période. Ce n'était pas une surcharge opérationnelle, ce n'était pas une fatigue du matériau due à une utilisation intensive. C'était un vice caché de fabrication, un défaut de naissance qui était resté caché pendant des années, attendant le bon moment pour se manifester. Et lorsque le booter fut mis à rude épreuve sur le chantier hydroélectrique, poussant de la terre argileuse dure, mélangée à des pierres, la structure affaiblie ne supporta tout simplement pas la pression et céda. Marianne s'adossa à la chaise de l'hôtel, regardant l'écran de l'ordinateur, ressentant ce mélange de satisfaction et d'indignation. Satisfaction d'avoir trouvé la vérité. Indignation parce que 3 expertises officielles avaient examiné cette machine et n'avaient pas vu l'évidence, ou n'avaient pas voulu la voir, car il était plus facile d'imputer la faute à une utilisation inadéquate que d'admettre que Caterpillar avait livré un booter défectueux. Le lendemain, samedi matin, elle retourna sur le chantier et montra tout à Octave. Le dossier complet, des photos des résidus internes, des analyses des soudures défectueuses, des mesures d'épaisseur hors tolérance, les numéros de série croisés avec la période de grève de 2009, 60 pages de preuves techniques qui prouvaient sans l'ombre d'un doute que ce booter avait un problème de fabrication qui n'aurait jamais dû passer l'inspection finale d'usine. Le vieil ingénieur lut tout lentement,
tournant chaque page avec soin, s'arrêtant de temps en temps pour agrandir les photos. Quand il eut terminé, il retira ses lunettes de lecture et se frotta les yeux fatigués. « Marianne, dit-il d'une voix nouée, vous venez de prouver que ce bouteur a été assassiné avant même de naître, et tout le monde a cru qu'il était mort de vieillesse précoce. » Elle sentit. Maintenant vient la partie difficile. Convaincre Caterpillar d'assumer la responsabilité d'un défaut de fabrication sur une machine de plus de 10 ans. Et l'assureur, qui a déjà versé l'indemnisation, compléta Octave, et le consortium qui a déjà acheté le remplaçant. Cela va se transformer en une vilaine bataille juridique. Marianne esquissa un léger sourire en coin, de ceux qui n'ont pas peur de se battre quand la raison est de leur côté. Alors, que la bataille vienne, car les machines, tout comme les personnes, méritent justice quand elles meurent par la faute des autres. Et là, sur le chantier en terre battue, couvert d'une bâche verte et abandonné comme un chien sans maître, le Caterpillar D8T semblait attendre, silencieux et patient, le jugement final qui dirait enfin la vérité sur sa vie courte et injuste. Écoutez, mes amis, il y a une chose à savoir quand on se bat contre une grande entreprise. C'est comme essayer de déplacer une montagne en la poussant à la main. Peu importe à quel point vous avez raison, peu importe le nombre de preuves que vous avez, quand vous êtes seul d'un côté et de l'autre, il y a une multinationale avec une armée d'avocats et une réputation à protéger. Leur première réaction est toujours de tout nier. Marianne l'a découvert de la pire des manières. Le lundi matin, elle a appelé le service clientèle de Caterpillar France. Ces numéros verts que l'on appelle en espérant résoudre un problème et qui ne mènent généralement qu'à la frustration. Elle a expliqué la situation, a parlé du châssis défectueux, a mentionné les résidus internes, les soudures poreuses, la période de grève de 2009. La conseillère a été polie, a tout noté, a ouvert un protocole, a dit qu'un technicien la contacterait sous 48 heures. 5 jours se sont écoulés, rien, Marianne a rappelé. Un autre conseiller, un autre protocole, même promesse, 3 jours de plus. Silence total. C'est alors qu'Octave a suggéré une tactique différente. Marianne, les grandes entreprises ne répondent pas aux petites gens, mais elles répondent quand l'affaire devient publique. Vous avez toute cette documentation. Pourquoi ne pas l'envoyer directement à leur service juridique avec copie aux ingénieurs qualité? Et c'est ce qu'elle fit. Elle prépara un rapport technique officiel imprimé sur papier à en-tête de son atelier avec les 60 pages de preuves jointes, photos haute résolution, analyse métallurgique qu'elle avait fait réaliser dans un laboratoire privé de Limoges, payant de sa poche 70 € qui firent mal au budget, mais qui en valurent chaque centime. Elle l'envoya en recommandé avec accusé de réception au bureau de Caterpillar à Montceau-les-Mines et au siège social de Lyon. Cette fois, la réponse fut rapide et froide. Une semaine plus tard, une lettre recommandée arriva. Marianne l'ouvrit là, devant la porte de l'atelier, debout, les mains encore tachées d'huile, car elle était en plein travail. Elle lut en silence, et à chaque ligne, le sang lui montait, cette rage contenue de qui est traité d'idiote. La lettre, signée par un certain docteur Maurice Valois, directeur juridique de Caterpillar France, était un chef-d'œuvre de langage corporatif vide. Elle disait que l'entreprise avait reçu le rapport, qu'elle appréciait l'intérêt technique démontré par Madame la mécanicienne, mais qu'après une analyse préliminaire, ils avaient conclu que le rapport présenté ne répondait pas aux normes techniques nécessaires pour contester les diagnostics précédemment établis par des entreprises certifiées. Ils informaient que l'équipement en question avait été soumis à 3 expertises indépendantes, toutes concluantes quant à la perte totale par fatigue opérationnelle, et que Caterpillar ne voyait aucun fondement technique ou juridique pour la révision du dossier. À la toute fin, il y avait un paragraphe qui fit plus mal qu'une gifle. De plus, il convient de préciser que les inspections invasives non autorisées par le fabricant, telles que la découpe de la structure du châssis mentionnée dans le rapport,
invalident toute garantie restante et peuvent compromettre l'intégrité des preuves nécessaires à une expertise adéquate. Autrement dit, il disait qu'elle avait détruit les preuves en coupant le châssis pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Marianne froissa la lettre dans sa main, la jeta par terre et laissa échapper un juron à voix basse que seule elle entendit. Puis, elle respira profondément, ramassa la lettre froissée, la lissa sur l'établi de l'atelier et la relut plus calmement. La colère était toujours là, brûlante dans sa poitrine, mais maintenant mêlée de détermination. « D'accord, dit-elle à voix haute, vous voulez rendre les choses difficiles ? Nous allons les rendre difficiles. » Elle appela Octave. « J'ai besoin d'un avocat, quelqu'un qui s'y connaisse en droit de la consommation et en défaut de produits. Vous connaissez quelqu'un ?» L'ingénieur connaissait. Un avocat de Limoges, nommé Renaud Mercier, la cinquantaine, spécialiste des affaires contre les fabricants d'équipements industriels. C'était un homme mince, grand, avec des lunettes à monture fine, et cette manière méthodique de faire les choses correctement, ou de ne pas les faire du tout. Marianne prit rendez-vous avec lui un jeudi après-midi. Quand elle entra dans le bureau de Renaud, situé dans un vieil immeuble commercial du centre de Limoges, elle apporta une boîte en carton pleine de documents. Le dossier complet, les 3 rapports originaux, les photos, les échantillons de scories dans des sachets en plastique identifiés, l'analyse métallurgique du laboratoire, des copies des articles de presse sur la grève de 2009 et la lettre de Caterpillar niant toute responsabilité. Renaud l'a reçu avec un café fraîchement moulu, de ces cafés si corsés de la campagne qu'on pourrait y faire tenir une cuillère debout, et passa 3 heures à examiner chaque document. Il ne dit presque rien pendant ce temps, se contentant de lire, de prendre des notes sur un carnet, de comparer des dates, de croiser des informations. Marianne resta assise sur la chaise en cuir craquée devant son bureau, buvant son café, observant sa concentration, ce front plissé de celui qui assemble un puzzle complexe. Quand il eut enfin terminé, Renaud retira ses lunettes, nettoya les verres avec le bout de sa cravate et regarda Marianne avec une expression qu'elle ne sut interpréter immédiatement. « Madame Marianne, commença-t-il de cette voix posée d'avocat qui choisit chaque mot. Je travaille dans ce domaine depuis 27 ans. J'ai eu des cas de tracteurs qui ont pris feu tout seuls, des pelleteuses qui ont basculé à cause d'un défaut hydraulique, des camions qui ont perdu leurs freins à cause d'une défaillance de fabrication. Mais ça, il frappa légèrement la boîte de documents. Ça, c'est l'un des cas les plus solides de vices cachés de fabrication que j'ai jamais vus. Marianne sentit sa poitrine se serrer. Mais cette fois, c'était d'espoir. Vous pensez qu'il y a une chance ? Une chance, Madame Marianne ? Le problème n'est pas d'avoir une chance. Le problème est que cela va prendre du temps, cela va coûter cher, et Caterpillar se battra bec et ongles pour ne pas assumer la responsabilité. Mais si vous êtes prête à aller jusqu'au bout... Il esquissa un petit sourire fatigué. Je suis de votre côté. Et c'est ainsi que commença une bataille qui dura 7 mois. Renaud engagea une action civile demandant à Caterpillar de reconnaître le vice caché de fabrication, de fournir un châssis neuf sans frais, de procéder à l'installation et de payer également une indemnisation pour les dommages causés au consortium qui avait dû arrêter les travaux. Le montant de la réclamation s'élevait à 500 000 €. La réponse de Caterpillar arriva sous la forme d'une contestation de 140 pages, arguant que l'expertise de Marianne n'était pas valide car elle n'était pas ingénieure agréée, que la découpe du châssis avait détruit des preuves, que les 3 rapports précédents émanaient d'entreprises certifiées et devaient prévaloir, et que tout défaut de fabrication se serait manifesté bien avant 800 heures de travail. Le juge, un homme de 60 ans nommé Dr Hubert Fournier, spécialiste des affaires commerciales, ordonna une nouvelle expertise judiciaire, cette fois avec 3 ingénieurs, un désigné par Marianne, un par Caterpillar et un 3e neutre choisi par le tribunal lui-même. Les experts arrivèrent au Puy-en-Velay un lundi de novembre pluvieux. Marianne les attendait sur le chantier avec Octave quand ils descendirent de la fourgonnette.
3 hommes d'âge moyen, tous coiffés d'un casque blanc et munis d'un presse-papier, avec cette posture formelle de ceux qui prennent leur travail très au sérieux. L'expert désigné par Marianne était un ingénieur mécanicien de Bordeaux nommé Fabrice Lemoine, un homme d'une quarantaine d'années qui avait travaillé 15 ans chez un grand constructeur d'équipements routiers et connaissait les structures métalliques soudées comme personne. L'expert de Caterpillar était un Lyonnais nommé Théo Dubois, qui avait 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise et allait évidemment défendre les intérêts de son employeur. Et l'expert neutre était Fernand Kuhn, professeur à l'université de Clermont-Ferrand, spécialiste de la fatigue des matériaux. Marianne les reçut avec politesse, mais froideur. Elle leur montra le châssis ouvert, expliqua où elle l'avait coupé et pourquoi. Elle leur montra les résidus qu'elle avait retirés, qu'elle conservait dans une boîte à outils verrouillée, et leur indiqua les soudures défectueuses visibles à travers la fenêtre qu'elle avait ouverte. Elle ne demanda pas la permission de défendre son propre travail. Elle parla avec une fermeté technique, utilisant les termes appropriés, démontrant qu'elle savait exactement de quoi elle parlait. Fabrice Lemoine, son expert, fut impressionné. « Madame, combien d'années d'expérience avez-vous avec les équipements lourds ? » 15 ans dans les mines, 3 avec mon propre atelier. Il acquiesça, approbateur. Ça se voit, cette découpe est chirurgicale. Vous avez sauvé toutes les preuves importantes. Théo Dubois, l'expert de Caterpillar, fut moins sympathique. Il remit en question chaque procédure, suggéra que les résidus internes auraient pu être placés là après coup, insinua que les photos des soudures défectueuses auraient pu provenir d'une autre machine. Marianne répondit à chaque accusation avec une patience forcée, montrant les enregistrements photographiques avec la date et l'heure, les numéros de série visibles sur chaque image, la séquence logique de la documentation. Le professeur Fernand Kuhn resta silencieux la plupart du temps, se contentant d'observer et de prendre des notes. À la fin de l'inspection, il demanda d'effectuer des tests supplémentaires, mesure de la dureté du matériau à plusieurs endroits, analyse chimique de l'acier pour confirmer qu'il respectait les spécifications de Caterpillar, ultrasons sur les soudures pour cartographier les défauts internes. Il fallut 2 semaines pour effectuer tous les tests, plus 3 semaines pour compiler le rapport d'expertise. Lorsque le document fut enfin remis au juge, il comportait 86 pages et une conclusion qui fit verser à Marianne des larmes de soulagement. Après une analyse technique détaillée, nous constatons que la défaillance structurelle du châssis a été causée par des vis de fabrication, spécifiquement. A. La présence de résidus de fonderie et de scories de soudure à l'intérieur de la structure creuse. B. Des soudures internes avec une porosité excessive et un manque de pénétration. C. Une variation d'épaisseur de paroi supérieure à la tolérance spécifiée. D. Une corrosion interne progressive initiée avant la livraison de l'équipement. Les 3 rapports précédents, bien que techniquement corrects dans la description de la défaillance, ont commis une erreur dans l'attribution de la cause, en n'effectuant pas d'inspection invasive. Il est recommandé de reconnaître le vice caché de fabrication avec la responsabilité du fabricant. 2 des 3 experts signèrent cette conclusion. Fabrice Lemoine et Fernand Kuhn. Théo Dubois, l'expert de Caterpillar, présenta un avis divergent, arguant qu'il était impossible de déterminer avec certitude l'origine des défauts, mais 2 contre 1 était une victoire suffisante. Caterpillar tenta encore des recours, des argumentations juridiques complexes, des demandes de nouvelle expertise. Mais le juge Hubert Fournier, après avoir lu le rapport d'expertise complet et entendu les arguments des 2 parties lors d'une audience tendue qui dura 6 heures, trancha. Au vu des preuves techniques présentées, je reconnais l'existence d'un vice caché de fabrication. Je condamne Caterpillar France à fournir un châssis neuf de spécifications égales ou supérieures, à effectuer l'installation sans frais et à accorder une extension de garantie de 3 ans supplémentaires à l'équipement réparé.
J'accorde également une indemnisation de 30 000 € à titre de dommages et intérêts au consortium contractant. Marianne était présente à l'audience lorsqu'ils entendirent la sentence. Octave était à ses côtés, et quand le juge eut terminé de lire, le vieil ingénieur lui serra la main avec force, les yeux embués. « Vous avez réussi », murmura-t-il, « vous l'avez sauvé. » Mais la vérité, et Marianne le savait au fond de son cœur, c'est qu'elle n'avait pas seulement sauvé un bouteur. Elle avait prouvé une chose qui devait être prouvée, que les machines, tout comme les gens, méritent d'être jugées sur la vérité, non sur la commodité. Que les défauts de naissance ne sont pas la faute de ceux qui les portent, et que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin pour obtenir justice, c'est d'une personne suffisamment têtue pour découper le métal et voir ce qui est caché à l'intérieur. Dehors, la pluie avait cessé et, entre les nuages, un morceau de ciel bleu commençait à apparaître, comme si même le temps était d'accord que finalement, la vérité avait triomphé. Vous connaissez ce dicton qui dit qu'une victoire sur le papier est une chose, mais qu'une victoire dans la pratique en est une autre, complètement différente. Eh bien, Marianne avait gagné la cause, elle avait un jugement favorable, elle avait prouvé que le bouteur D8T avait été victime de négligence de fabrication. Mais il manquait encore la partie la plus importante, ramener cette machine à la vie. Caterpillar, comme toute grande entreprise qui perd une bataille juridique, n'était pas exactement ravie de la situation, mais elle se conforma à la sentence. D'autant plus qu'elle n'avait plus nulle part où aller. 2 semaines après la décision finale, un directeur régional nommé Marc Etienne appela le bureau de l'avocat Renaud Mercier pour régler les détails techniques de la reconstruction. Marianne fut incluse dans les négociations et ce fut important. Marc était un homme d'une 50aine d'années, chauve, avec un ventre de ceux qui passent plus de temps au bureau qu'à l'atelier. Au début, il la traita avec cette politesse froide et protocolaire de celui qui s'acquitte d'une obligation, mais qui n'est pas du tout content de le faire. « Madame Marianne, dit-il lors de la première réunion qui eut lieu dans un hôtel de Limoges, Caterpillar fournira un nouveau châssis conformément à la décision judiciaire. Ce sera un châssis de la série actuelle, modèle D8T mis à jour, avec toutes les améliorations apportées depuis 2009. L'installation sera effectuée par des techniciens certifiés de notre réseau agréé. » Marianne croisa les bras. « Je veux suivre tout le processus du début à la fin, et je veux que cela se fasse ici, sur le chantier de la Haute-Loire, pas dans votre atelier agréé de Limoges. » Marc hésita. « Cela va compliquer la logistique. »« Ça m'est égal. Ce bouteur est mort à la Haute-Loire. Il renaîtra à la Haute-Loire, et je serai là pour m'assurer que chaque vis est serré correctement. » Le directeur la regarda longuement, puis soupira. Ce n'était pas un soupir de colère, c'était un soupir de respect réticent, le genre de respect que l'on a pour quelqu'un qui nous a vaincus, mais dont on reconnaît qu'il a gagné par son mérite. « D'accord. J'autoriserai le montage sur le chantier, mais vous comprenez que vous devrez signer des décharges de responsabilité, des protocoles de sécurité. Je signerai tout ce qu'il faudra. Je veux juste voir ce D8T fonctionner à nouveau. » Et ainsi commença la résurrection la plus improbable que ce chantier eût jamais vue. Le nouveau châssis arriva 3 semaines plus tard sur une remorque surbaissée spéciale, emballée dans du bois traité et enveloppée dans du film à bulles industrielles. C'était une pièce énorme, imposante, peinte de ce jaune Caterpillar éclatant qui semblait presque doré sous le soleil ardent de l'Auvergne. Marianne était là, à l'entrée du chantier, lorsque la remorque arriva, et quand elle vit la pièce être déchargée par une grue de 20 tonnes, elle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. C'était comme voir un nouveau cœur arriver pour une transplantation. L'équipe technique de Caterpillar était composée de 4 mécaniciens spécialisés, tous venus de Lyon, commandés par un chef d'atelier nommé Duval, un homme noir d'une 40aine d'années, avec des mains larges comme des pelles, qui avait passé 20 ans à reconstruire des bouteurs. Quand Duval descendit de la camionnette et vit Marianne l'attendre avec un casque jaune et une combinaison de travail, il eut un large sourire. Alors,
Vous êtes la mécanicienne qui a découpé le châssis et découvert tout le désordre à l'intérieur, dit-il en lui serrant la main avec force. Jeune femme, vous avez du courage. Je travaille pour Caterpillar, mais je vais vous dire une chose, vous avez bien fait. C'était une honte de notre chaîne de production et quelqu'un devait le montrer. Sa sincérité prit Marianne par surprise. Je pensais que vous alliez me détester. Détester pourquoi? Vous avez juste fait votre travail correctement. Le problème, ce n'était pas vous. C'était celui qui a laissé cette saleté passer l'inspection qualité en 2009. Duval cracha par terre avec une grimace de dégoût. Après cela, l'usine de Monceau-les-Mines a entièrement reformulé son protocole d'inspection des châssis. Maintenant, il y a des rayons X industriels, des ultrasons, tout ça à cause de cette affaire. Cela, d'une manière étrange, fit du bien à Marianne. Il ne s'agissait pas seulement de sauver un booter, il s'agissait de réparer tout un système qui avait échoué. La reconstruction dura 6 semaines. D'abord, ils démontèrent tout ce qui était encore connecté à l'ancien châssis, moteur, transmission, système hydraulique, cabine, radiateur. Chaque composant fut nettoyé, inspecté, testé. Le moteur Caterpillar C15, cette bête de 15 ailes avec 6 cylindres en ligne, fut entièrement révisé. Pistons, segments, coussinets, soupapes, tout fut vérifié au millimètre près. La transmission planétaire, qui possède un système d'engrenage si complexe qu'il ressemble à un puzzle tridimensionnel, fut complètement démontée et remontée avec des pièces neuves là où c'était nécessaire. Marianne accompagna chaque étape. Ne se contentant pas de regarder, elle mit la main à la pâte, aida à démonter la culasse du moteur, vérifia la planéité de la face d'étanchéité avec une règle de précision et un jeu de cale. Elle inspecta les bagues des axes d'articulation de la lame avant, vérifiant l'usure ovale qui pourrait compromettre la géométrie de travail. Elle testa les valves proportionnelles du système hydraulique, ces valves électroniques qui contrôlent le flux d'huile avec une précision au millilitre. Duval et son équipe, après les 2 premiers jours de méfiance naturelle, commencèrent à la respecter réellement. Ils virent que Marianne n'était pas là pour surveiller avec méfiance, mais pour apprendre et contribuer, et elle connaissait les choses. Quand l'un des mécaniciens les plus jeunes s'apprêtait à serrer les vis de la culasse sans suivre la séquence de serrage correcte, ce fut Marianne qui l'arrêta. « Attendez, jeune homme, les vis de culasse se serrent en étoile, du centre vers les extrémités, en 3 étapes de couple. Vous apprenez ça le premier jour de mécanique diesel. » Le jeune homme rougit, mais la remercia. Duval rit. « Vous voyez, j'ai dit qu'elle s'y connaissait. » La partie la plus impressionnante fut l'installation du nouveau châssis. Ils utilisèrent une grue spéciale d'une capacité de 50 tonnes pour suspendre l'ancien châssis, le soulever à 2 mètres dans les airs, puis faire glisser le nouveau châssis par en dessous, alignant les points de montage avec une précision chirurgicale. C'était comme changer les fondations d'une maison sans démolir les murs, techniquement complexe, exigeant un calcul exact du centre de gravité, des points de levage, de la répartition de la charge. Quand ils abaissèrent enfin l'ensemble mécanique complet sur le nouveau châssis et que les trous de montage s'alignèrent parfaitement, certains membres de l'équipe applaudirent. Octave, qui observait de loin, essuya discrètement ses yeux avec le mouchoir de sa poche. Ensuite vinrent les systèmes secondaires. Le câblage électrique qui, sur le D8T, est un enchevêtrement de câbles qui ressemble au système nerveux d'une créature vivante avec des capteurs sur chaque composant critique, envoyant des informations à la centrale électronique. Le système de refroidissement avec un radiateur à noyau d'aluminium de la taille d'une porte, capable de dissiper la chaleur monstrueuse qu'un moteur de 15 L génère lorsqu'il travaille à pleine charge. Le système de climatisation de la cabine, parce que l'opérateur de booter mérite de travailler dignement, sans cuire à 40 degrés C à l'intérieur d'une boîte métallique. Les chenilles furent les dernières. Les chenilles d'un booter sont des œuvres d'ingénierie impressionnantes. Chaque patin pèse plus de 100 kilos
et est connecté par des goupilles en acier trempé qui supportent des tonnes de tension. Réinstaller les chenilles d'un D8T est un travail d'équipe. 6 hommes travaillant de manière coordonnée, utilisant des leviers, des presses hydrauliques, des massettes en caoutchouc. Quand ils serrèrent enfin la dernière vis, ajustèrent la tension des chenilles, remplirent tous les réservoirs d'huile hydraulique neuve et de fluide de transmission neuf. C'était un vendredi après-midi, le soleil se couchait à l'horizon. Duval regarda Marianne. « Vous voulez faire l'honneur ?» Elle sentit son cœur s'emballer. « De le démarrer ?»« De le démarrer. Vous avez sauvé cette machine. Il est juste que ce soit vous. » Marianne monta dans la cabine, cette énorme cabine, avec des vitres trempées et un tableau de bord numérique qui ressemblait au cockpit d'un avion. Elle ajusta le siège, attacha sa ceinture de sécurité, respira profondément, tourna la clé de contact. Le démarreur gémit, faisant tourner le volant moteur, comprimant l'air dans les cylindres une fois, 2 fois. À la 3e, le moteur démarra. Et quel son, mon Dieu, quel son merveilleux! Le grondement grave d'un moteur diesel de 15 ailes, cette vibration profonde que l'on sent dans la poitrine avant de l'entendre avec les oreilles, la fumée bleutée s'échappant de l'échappement pendant les premières secondes, brûlant les résidus d'huile du montage. Marianne accéléra légèrement, sentant le moteur répondre. Montant du ralenti à 1200 tours, le grondement devenant plus agressif, plus vivant. En bas, tout le monde applaudit. Duval, son équipe, Octave. Même Marc-Étienne, le directeur de Caterpillar, qui au début était si froid, souriait. Marianne resta assise là, les mains sur le volant, sentant la vibration de la machine sous elle, et laissa 2 larmes couler. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de celles qui venaient de prouver au monde que toute mort n'est pas définitive, que parfois tout ce dont une machine condamnée a besoin, c'est de quelqu'un d'assez têtu pour croire qu'elle méritait une seconde chance. Elle coupa le moteur, descendit de la cabine, et quand elle posa le pied sur le sol de terre battu du chantier, Duval vint lui serrer la main de nouveau. « Marianne, dit-il, sérieusement maintenant, vous devriez donner des cours, enseigner ce que vous savez. Il y a beaucoup de gens qui pourraient apprendre de vous. » Et c'est dans cette phrase, dite sans trop y penser, que naquit l'idée qui changerait le reste de son histoire. Écoutez, mes chers amis, il y a des moments dans la vie où l'on regarde en arrière et où l'on réalise que tout, chaque erreur, chaque succès, chaque porte qui s'est fermée devant nous, nous menait à un endroit précis. Et c'est exactement ce que Marianne Dubois ressentit quand, 3 mois après avoir vu le D8T redémarrer sur le barrage de la Haute-Loire, elle se tenait devant un entrepôt loué à la périphérie de Limoges, tenant une pancarte fraîchement peinte qui disait « Centre de formation technique Marianne Dubois, mécanique d'équipement lourd ». Mais revenons un peu en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Après que le booter ait été reconstruit et remis en service sur le chantier, et il fonctionnait comme s'il n'avait jamais été arrêté, poussant de la terre, creusant des canaux, prouvant qu'une machine bien réparée est une machine fiable. L'histoire de la mécanicienne qui avait sauvé un D8T condamné par 3 expertises commença à se répandre. D'abord, des reportages dans des magazines spécialisés en équipements lourds, puis un article dans le Populaire du Centre, jusqu'à ce qu'une chaîne de télévision régionale réalise un reportage de 15 minutes montrant Marianne, expliquant les défauts de fabrication, montrant les photos des résidus à l'intérieur du châssis, racontant toute la saga judiciaire. Et savez-vous ce qui s'est passé? Le téléphone de son atelier n'arrêtait plus de sonner. Des propriétaires de fermes l'appelaient pour qu'elle inspecte des tracteurs avant d'acheter. Des entreprises de terrassement la sollicitaient pour des conseils techniques. Même des concessionnaires de machines lourdes, un peu gênés, lui demandaient de jeter un œil à des équipements qui posaient problème et que leurs techniciens ne parvenaient pas à résoudre. Mais il y eut un appel spécifique un mardi après-midi qui changea tout. C'était une jeune femme, la voix un peu timide, qui se présenta comme Jessica, 22 ans, habitant Panazol. « Madame Marianne, dit-elle hésitante, j'ai vu le reportage sur vous à la télé.
et je voulais savoir si vous donniez des cours, si vous enseigniez, parce que je travaille dans un atelier mécanique. Mais on ne me laisse faire que le nettoyage et l'organisation. On dit qu'une femme n'a pas la force de travailler avec des machines lourdes, mais je sais que je l'ai. J'ai juste besoin que quelqu'un m'enseigne. » Marianne sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cette voix, cette volonté, cette façon de parler, comme si elle s'excusait de vouloir apprendre. Elle la connaissait si bien. C'était exactement comme ça quand elle avait 15 ans et avait demandé à son père de la laisser apprendre à changer un embrayage de camion. C'était comme ça quand elle était entrée dans la mine et avait dû prouver chaque jour qu'elle en savait autant que les hommes, parfois même plus. « Jessica, répondit Marianne, je ne donne pas de cours, mais je vais commencer à en donner. Laissez-moi une semaine et je vous rappellerai. » Cette nuit-là, Marianne eut du mal à dormir. Elle resta allongée dans le noir, regardant le plafond, pensant à combien de Jessica existait là-bas. Des jeunes filles et des femmes qui avaient un don pour la mécanique, qui aimaient les machines, qui comprenaient les moteurs, mais qui n'avaient jamais eu l'occasion d'apprendre parce que les ateliers étaient une affaire d'hommes. Pensant à la chance qu'elle avait eue d'avoir un père qui ne se souciait pas de ses préjugés stupides et l'avait enseigné de la même manière qu'il aurait enseigné à un fils, pensant à toutes les connaissances qu'elle avait accumulées en 20 ans de carrière et qu'elle pourrait transmettre. Le lendemain, elle appela Octave. Le vieil ingénieur répondit d'une voix rauque de quelqu'un qui venait de se réveiller. « Marianne, ça va, ma petite? Il s'est passé quelque chose ?»« Monsieur, j'ai besoin d'un conseil. Je pense à ouvrir une école, enseigner la mécanique des équipements lourds, surtout aux femmes. » Il y eut un silence de l'autre côté. Puis, la voix de l'ingénieur devint hésitante. « Marianne, j'allais justement vous suggérer cela. Cela fait 3 mois que je pense que vous devriez enseigner. Vous avez la connaissance, l'histoire, la crédibilité maintenant. Et savez-vous quoi? Je vais vous aider. J'ai quelques contacts. Je connais des gens qui peuvent obtenir des dons d'outils, d'équipements usagés pour la formation. Faisons en sorte que cela se réalise. » Et ils le firent. Octave mobilisa son réseau d'ingénieurs à la retraite et obtint des dons impressionnants. Un vieux moteur diesel Scania, mais fonctionnel, qu'une entreprise de transport allait jeter. Une transmission de tracteur John Deere qu'une ferme gardait dans son hangar. Des outils manuels que des entreprises avaient en trop. Caterpillar, un peu par mauvaise conscience, à cause de l'affaire du D8T, fit don d'un lot de pièces de rechange, et même d'un moteur d'apprentissage. Un vrai moteur monté sur une structure métallique qui pouvait être démontée et remontée à l'infini sans s'abîmer. Marianne utilisa une partie de l'argent qu'elle avait gagné avec l'affaire judiciaire. Les 30 000 € d'indemnisation furent partagés entre elles, Octave et le consortium, pour louer un entrepôt de 300 000 traits et l'équiper correctement. Des établis, des presses hydrauliques, un vérin pneumatique de 20 tonnes, des outils organisés sur des panneaux muraux et, le plus important, des toilettes féminines et un vestiaire adapté, car elle savait combien d'ateliers n'avaient même pas cela, comme si les femmes n'avaient pas besoin d'une dignité élémentaire. Elle annonça la première formation gratuitement sur les réseaux sociaux, dans les groupes d'emploi, dans les communautés. Centre de formation technique. Marianne Dubois propose une formation en mécanique diesel et équipements lourds. Durée 6 mois. Place prioritaire pour les femmes, entièrement gratuit. Ou big. Certaines personnes pensèrent que c'était une arnaque. Personne ne donne des cours techniques gratuits comme ça, commentèrent-elles sur les réseaux. Mais Marianne répondit à chaque commentaire avec patience. Quelqu'un m'a enseigné gratuitement quand j'étais jeune. Maintenant, c'est mon tour de transmettre. 20 places furent ouvertes. 132 candidatures furent reçues. 132. Des femmes de 18 à 50 ans de tous horizons, des mères célibataires cherchant une meilleure profession, des jeunes tout juste sortis du lycée, même une dame de 48 ans qui avait travaillé toute sa vie comme femme de ménage et avait toujours voulu apprendre la mécanique, mais n'avait jamais eu le courage d'essayer. Marianne sélectionna les 20 premières par ordre d'inscription, mais promit d'ouvrir une nouvelle session juste après. Jessica,
La jeune femme qui avait appelé pour demander des cours fut la première de la liste. Le cours commença un lundi matin, le soleil frappant le toit en zinc de l'entrepôt. Marianne était nerveuse. Elle n'avait jamais enseigné de sa vie. Elle ne savait pas si elle allait réussir à bien expliquer, si les élèves allaient apprendre, si ce ne serait pas un échec monumental. Mais quand elle vit ces 20 femmes entrer dans l'entrepôt, les yeux brillants d'attente, certaines avec un carnet et un stylo à la main, comme si elles allaient à l'école pour la première fois, d'autres déjà en train de regarder les outils, avec cette curiosité pure de qui veut comprendre comment les choses fonctionnent, Marianne sut que ça allait marcher. « Bonjour » commença-t-elle, la voix un peu tremblante mais ferme. « Je m'appelle Marianne Dubois, je travaille dans la mécanique depuis 20 ans, et je vais vous enseigner tout ce que je sais, non pas parce que vous êtes des femmes et avez besoin de prouver quelque chose, mais parce que vous êtes des mécaniciennes, vous ne le savez juste pas encore. » Et elle enseigna, mon Dieu, comme elle enseigna. Elle commença par les bases, la nomenclature des outils, comment utiliser un pied à coulisse, comment lire un manuel technique, puis elle augmenta la complexité. Fonctionnement du moteur, 4 temps, cycle diesel, système d'injection électronique. Elle n'avait pas peur de se salir les mains, littéralement. Le 3e jour de cours, elles démontèrent ensemble ce moteur Scania donné, pièce par pièce, Marianne expliquant la fonction de chaque composant, laissant les élèves toucher, sentir le poids des pistons, voir l'usure des coussinets, comprendre en pratique ce qui n'était auparavant que théorie. Jessica était la plus dévouée de la promotion. Elle arrivait une demi-heure avant, restait après les heures à poser des questions. À la fin du 2e mois, elle parvenait déjà à diagnostiquer une panne de moteur rien qu'au son. « Écoutez ce bruit métallique, madame ? C'est un jeu dans l'axe de Biel, n'est-ce pas ?» Et c'était le cas. La jeune femme avait bien écouté. Le cours se termina 6 mois plus tard, un vendredi après-midi. Ils organisèrent une cérémonie de remise des diplômes simples dans l'entrepôt même, avec des boissons gazeuses et un gâteau préparé par les élèves elles-mêmes. Marianne remit un certificat à chacune, un vrai certificat enregistré qui valait comme preuve de formation technique. Sur les 20 diplômés, 17 trouvèrent un emploi en moins d'1 mois. Jessica fut embauchée par un concessionnaire de tracteurs en tant que mécanicienne assistante, le même concessionnaire qui auparavant n'aurait même pas envisagé d'embaucher une femme. 2 ouvrirent leur propre atelier en partenariat. Une alla travailler dans une mine à l'intérieur du pays, et Marianne ouvrit la 2e promotion, puis la 3e. Elle demanda de nouveau l'aide d'Octave. Elle obtint un partenariat avec l'AFPA local pour la validation des formations. Elle reçut des dons d'équipements supplémentaires. L'entrepôt devint trop petit. Il fallut louer un espace plus grand. Aujourd'hui, 3 ans après le jour où elle coupa ce châssis de D8T et découvrit les secrets qui y étaient cachés, Marianne dirige une école technique qui a déjà formé 147 mécaniciennes d'équipements lourds. 147 femmes qui gagnent aujourd'hui leur vie honnêtement, réparant des moteurs diesel, reconstruisant des transmissions, diagnostiquant des pannes hydrauliques. Et savez-vous ce qu'elle a appris de tout cela? Que les machines et les personnes sont plus similaires qu'on ne l'imagine. Parfois, nous portons des défauts que personne ne voit, des vices cachés qui sont nés avec nous, mais ne se manifestent que sous pression. Parfois, nous sommes condamnés comme perte totale par ceux qui n'ont pas eu la patience de bien regarder. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui croit que nous méritons d'être réparés, reconstruits, sauvés. Et surtout, que le savoir, mes chers amis, est l'outil le plus puissant qui soit, plus puissant qu'une torche plasma, plus puissant qu'une grue de 50 tonnes. Car le savoir ouvre des portes, renverse les préjugés, construit des avenirs. Ce vendredi après-midi, lorsque la dernière élève de la 5e promotion reçut son certificat et quitta l'entrepôt en souriant, Marianne resta seule un instant, regardant les outils organisés, les moteurs d'apprentissage, les combinaisons suspendues dans le vestiaire, et sourit elle aussi, car elle avait enfin compris que sauver ce booteur n'était que le début. La véritable réparation fut toutes ces vies qui avaient désormais dignité, profession,
avenir. Cela, mes amis, cela n'a pas de prix.